merci mon frère Sori. Donc, merci pour l'invitation. Et je me présente Abdoulaye Lam, consultant chercheur en finance islamique. Je suis le président directeur général du cabinet Global Islamic Finance and Transactions. Le cabinet GIFT, c'est un cabinet de consultance. Donc, nous sommes dans l'accompagnement, dans la structuration, les études de faisabilité et la formation en finance islamique, donc, ainsi que dans la comptabilité et la gestion. Dans les études de projet également. Donc, comme c'est mon premier métier, on peut dire. Donc, le cabinet vraiment est ouvert à toute forme de collaboration qui tend à faire la promotion de la finance islamique au Sénégal particulièrement et dans la sous-région en général. Merci, Monsieur Lam. Pouvez-vous nous expliquer le concept derrière l'institutionnalisation de la zakat et pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui est aussi important pour le Sénégal? Oui, en fait, le forum de la Zakat, en fait, c'était un appel de notre part à une réflexion sur comment institutionnaliser la zakat au Sénégal. Vous savez que tous les chercheurs au monde sont tombés d'accord sur le fait que la zakat a un potentiel énorme dans la lutte contre la pauvreté, mais malheureusement, toutes les projections qu'on s'était fait sur l'appui de la zakat dans la lutte contre la pauvreté n'ont pas escompté, donné l'effet escompté, en fait, du fait que nos États n'ont pas mis en place des institutions fortes qui sont chargées de la collecte et de la distribution de la zakat. Donc, il était urgent quand même de faire un peu la promotion à travers des séminaires, des conférences, et pour sensibiliser non seulement les particuliers, mais aussi nos gouvernants, pour qu'ils comprennent qu'il y a un potentiel à côté qui dort et qui peut soulager peut-être le problème budgétaire. Donc, c'était dans ce cadre-là que nous avons initié en 2019 un pré-forum donc, pour présenter les résultats de nos études dans ce sens euh, à, euh, à notre auditoire, donc, qui était composé de religieux, de, de spécialistes en finance islamique, de banquiers, d'universitaires et des gens de la société civile. Donc, à la suite, donc, on s'est donné comme rendez-vous dans 1 an ou 2 ans, nous allons organiser un forum national ou international pour un peu pousser la réflexion. Bon, malheureusement, la pandémie du Covid est arrivée et passée par là. Donc, au lieu de ce forum, on l'a fait sous format webinaire donc pour parler un peu de la zakat et du contexte qui prévalait, donc la pandémie. Et le sujet de ce webinaire était la contribution ou bien même l'apport que pourrait présenter la zakat ou bien la finance sociale islamique de façon générale dans la crise économique latente, parce que tout le monde parlait de possibilités de crise économique, comme tout était bouclé, tout était fermé, personne ne travaillait. Donc, dans ces situations-là, il faut penser à vraiment mettre en place des mécanismes qui allaient permettre aux gens de survivre. Donc, par la suite, donc, là, nous sommes arrivés à 2023 et on s'est dit qu'il est temps maintenant de mettre en place ou bien de mettre en pratique toutes les idées qui avaient germé depuis 2019 et là, à pousser un peu la réflexion, aller vers une internationalisation de l'idée. Donc, c'était le cas et vraiment, nous en remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de le tenir et d'avoir aussi la présence d'éminentes personnalités qui viennent du Sénégal comme dans la sous-région. Même sur le plan international aussi, nous avons eu des contributions dans des pays comme la Malaisie. Donc, nous avons des interventions qui venaient de la Malaisie. Quels étaient les objectifs de ce forum international sur la zakat et qu'est-ce que vous espérez accomplir après cet événement qui a vu beaucoup d'intérêt sur le plan local et international? En fait, l'objectif initial, c'était d'en faire un rendez-vous de dimension internationale. Donc, pour pouvoir quand même, de façon continue, parler de la zakat et de son institutionnalisation. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la zakat doit dépasser ces niveaux-là au niveau de collecte locale où les gens ou bien les associations islamiques s'activent dans tout ce qui est collecte et redistribution. Donc, il faut aller au-delà, impliquer les États donc, faire en sorte qu'on ait un déploiement plus large sur l'étendue du territoire national. Donc, et pour ce faire, quand même, on a besoin de l'appui de l'État. Et il y a aussi
Par exemple, si vous prenez l'exemple de la Malaisie, ils ont des mécanismes pour quand même inciter les gens à payer la zakat à travers des réductions d'impôts ou bien même des rabais pour les institutions. Vous voyez, donc tout cela est possible qu'avec l'appui de l'État. Donc, c'était ça l'objectif global. Mais de façon spécifique aussi, on voulait sensibiliser pour les participants sur les nouveaux concepts ou bien même les innovations qui existent maintenant à travers le monde sur la zakat, mais aussi partager ensemble les meilleures pratiques. Donc, ce qui se fait ailleurs, comment ils font pour collecter le maximum possible, comment ils organisent la distribution pour impacter positivement. Donc, tout ça faisait partie quand même de notre objectif et alhamdulillah. Et nous en sommes sortis vraiment heureux du niveau quand même des débats qui ont été tenus, ouais, des partages d'expériences. Et vraiment, la contribution a été énorme. Merci. Une autre question. Comment aujourd'hui, vu déjà ce que vous avez fait auparavant et aussi ce séminaire qui a eu lieu, ce forum international qui a vu quand même la participation de nombreux experts, comment la zakat peut être utilisée aujourd'hui comme un outil efficace pour combattre la pauvreté et promouvoir l'équité sociale au Sénégal? Oui, si vous prenez la zakat, c'est un instrument, ou bien, je vais commencer par dire, c'est un pilier de l'islam, le troisième pilier de l'islam, vraiment très important, et qui a été structuré de sorte que on sait d'où on prend la zakat et on sait exactement à qui revient la zakat. Donc, tout cela a été structuré par la subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Et si vous prenez, par exemple, les 8 catégories, Allah subhanahu wa ta'ala a démarré avec les pauvres et les nécessiteux. Donc, pour montrer que quand même ces gens-là ont besoin d'être assistés. Et si vous prenez tous les programmes de lutte contre la pauvreté, donc, il ne peut pas sortir de ces 2 catégories en premier lieu. Et pour aller plus loin, donc vous verrez que la zakat va même jusqu'à venir en aide à quelqu'un qui avait de l'argent, mais qui est confronté à des situations économiques qui lui permettent plus de subvenir à ses besoins. Donc, ceux qui sont endettés. Vous voyez. Donc, il prend en charge vraiment des personnes ou bien même des catégories de personnes qui, vraiment, pour combattre la pauvreté, aujourd'hui, il faut primordialement attaquer ces catégories. Et nous pensons qu'avec ce qui se fait maintenant à travers le monde, dans la capacitation, dans l'inclusion financière, donc on peut redimensionner la zakat ou bien même restructurer la distribution de sorte qu'on va allier plusieurs compartiments, donc donner une partie en subvention parce que les gens ont besoin de manger avant de penser à investir. Une partie en subvention, une autre partie quand même qui va être décaissée sous forme de financement. Donc, on va assister la personne bénéficiaire, le conseiller à utiliser de façon rationnelle une partie de ce qu'il reçoit comme zakat. Et de tout cela aussi, il y a tout un accompagnement qu'on peut mettre en place, par exemple dans l'éducation financière, dans l'éducation dans la gestion de projets, vous voyez, les encadrer, de sorte que, par exemple, celui qui reçoit aujourd'hui un montant conséquent, donc sur 2 ans ou 3 ans au grand maximum, ne va plus revenir pour demander à être pris en charge par la zakat. Il y a aussi une question qui est beaucoup abordée lorsqu'on parle de zakat, c'est le taux de collecte, par exemple. On voit que dans nos zones, on n'a pas un taux de collecte assez élevé. Vous qui êtes souvent sur le terrain, quels sont les défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ce système de zakat qu'on voudrait institutionnaliser et comment aussi envisagez-vous de les surmonter? Oui, en fait, le problème, c'est partout, hein, c'est partout à travers le monde. Si nous prenons l'exemple du Soudan, eux, avant l'institutionnalisation de la zakat, donc la zakat était laissée à l'appréciation des usagers, des musulmans, donc de payer ou de ne pas payer. Donc il y avait quand même l'anarchie dans la gestion de la zakat. Donc en ce moment-là, donc les gens pouvaient payer comme pouvaient ne pas décider de ne pas payer, ou bien même euh, pouvaient peut-être sortir une partie, le donner à quelqu'un qui ne le méritait pas. Donc, à un moment donné, ils se sont dit que non, maintenant, il faut qu'on organise tout cela et rendre le paiement de la zakat obligatoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont
noté une croissance de 1500% dans ce qui a été collecté initialement. Donc, ils sont passés d'environ 35 000 de leurs francs à 500 millions de leurs francs, vous voyez. Donc, ça montre quand même, peut-être de façon concrète, que pour atteindre l'objectif de la zakat, il faut une institution forte, donc qui va se charger non seulement de faire la sensibilisation, mais aussi de recueillir le paiement de la zakat des particuliers. Et si, par exemple, l'État derrière aussi met en place des systèmes pour les inciter à payer plus, à payer exactement le montant dû, donc ils vont plus hésiter. Donc, ils seront au contraire preneurs. Donc, c'est ce qu'on a constaté aussi en Malaisie. Donc, comme payer la zakat et ne pas payer revient au même parce que au même titre, tu payes l'impôt. Mais celui qui paye la zakat pourra déduire ce montant de l'impôt qui est dû. Ce qui fait que bon, les particuliers ne se sentent pas lésés. Donc, par rapport à quelqu'un qui n'est pas musulman, par exemple, qui n'a pas payé la zakat. Donc, ouais, donc ce sont des mesures incitatives. Mais en premier lieu, on s'est dit que la première chose à faire, c'est d'avoir une institution, des textes de loi qui encadrent la zakat, mais aussi avoir l'appui de l'État, par exemple, pour se déployer. Si vous prenez le Sénégal, nous avons des fonds zakat qui s'activent à Dakar, mais sortez de Dakar, donc vous ne verrez plus de fonds parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer quand même d'ouvrir des agences un peu partout. Alors que l'État, par exemple, a le maillage et pourra le faire facilement. Donc, si toutefois ils sont impliqués. On parle souvent de la question de la transparence et de la responsabilité aussi dans la gestion des fonds de la zakat. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'innovations qui se passent, notamment au niveau technologique. Comment vous voyez la technologie dans le cadre de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des fonds et de la zakat? Donc, lorsqu'il parle de gestion de fonds, il y a la partie collecte et aussi la partie distribution. Effectivement. Donc, nous avons mis en lumière quelques exemples, par exemple, de fintech islamique. J'ai donné l'exemple de Etis Crowd qui est basé à Singapour et Indonésie, donc, ainsi qu'en Malaisie. Donc, eux, par exemple, vous pouvez voir en temps réel les montants qui sont contribués pour un projet donné. Donc, en temps réel, vous pouvez voir, par exemple, le nombre de personnes qui a contribué, à quelle hauteur, donc à quel pourcentage aussi le projet est financé. Donc, tous ces systèmes-là peuvent permettre au fait à la zakat quand même d'avoir des plateformes qui permettront même un Sénégalais qui se trouve par exemple en Côte d'Ivoire de pouvoir payer sa zakat au Sénégal. Ouais, il nous arrive par exemple à nos parents qui sont à l'étranger, par exemple en Espagne, les immigrés. Donc, ils vous diront qu'à chaque Eid al-Fitr, donc ils donnent le zakat à des Bangladesh ou bien même des Pakistanais. Ouais. Donc, c'est parce que eux sont tellement organisés qu'ils vont parcourir les mosquées pour demander aux fidèles que même si vous voulez payer la zakat, nous avons un fonds qui est là, qui va vous assister, qui va organiser tout cela pour permettre de sortir le montant qui est dû. Donc, si aujourd'hui nous avons la plateforme, par exemple, en ligne, on pourra quand même copier ces gens-là. Donc, on peut collecter en Asie, aux États-Unis, en Europe, ouais, dans la sous-région aussi, on pourra collecter facilement. Et chaque personne qui aura contribué pourra voir sur la plateforme que le montant qu'il y avait hier a changé. Il y a un montant supplémentaire et ça doit correspondre, entre guillemets, à ce que j'ai payé. Vous voyez, il y a tout cela. Et même pour la distribution aussi, on aura quand même la possibilité d'atteindre presque tout le monde. Parce que maintenant, nous avons Internet un peu partout sur l'étendue du territoire. Donc, avec ces plateformes, par exemple les mobile money comme Orange Money ou bien Wave ou bien même d'autres mobile money qu'on peut utiliser, on peut atteindre tout le monde. Donc, ça va de notre côté aussi permettre à tout un chacun de savoir que ce décaissement-là, il n'y a pas eu d'intermédiation. Imaginez que vous venez en guichet et que vous devez percevoir peut-être de quelqu'un le montant qui est dû. Donc, cette personne-là peut avoir peut-être la tentation de te demander quelque chose en retour. Ouais. Alors que là, c'est des plateformes, c'est l'informatique. Il n'y a pas une personne physique à qui il faut échanger. Donc, on lui donne juste des consignes. Donner à M. Tel, donc il va donner.
Donc, bon, on est confiant et je pense qu'avec les fintechs, on pourra quand même surpasser ces défis de gestion ou de transparence. Et de l'autre côté aussi, il faut peut-être mettre en place un système euh, qui va autoriser ou bien même qui va faire appel à toutes les composantes de la société civile, les religieux, les universitaires, les banquiers, l'État aussi de l'autre côté. Donc, ce qui fera que à la fin, donc l'État ne pourra pas peut-être décaisser sans l'aval des autres parties prenantes. Ouais. On peut aussi penser à une forme de charia code, donc qui va vérifier si les décaissements là est conforme avec la charia. Donc il y a vraiment tous ces points là qui ont été discutés et Inch'Allah, dans la suite on verra quand même ce qu'on va adopter. Inch'Allah. C'est très intéressant ce que vous dites. Il y a aussi une autre question qui me passe à l'esprit. C'est aujourd'hui l'implication des organisations internationales, parce qu'on sait que dans certains pays, notamment dans les pays de Malaisie et même Indonésie, et un peu en Afrique, on a vu un peu en Mauritanie, où on a vu l'implication de certaines structures des Nations Unies. Parce que lorsqu'on parle des zakat aussi, c'est aussi je vais dire tout ce qui est ODD aussi. Donc, ils ont regardé la zakat dans la perspective des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, comment voyez-vous la collaboration entre les institutions de zakat au niveau du Sénégal et aussi ces grandes institutions qui travaillent aussi dans le développement? Oui, en fait, actuellement, nous sommes à Ground Zero. Donc, c'est un début. Donc, ce sont juste des propositions pour le moment. Donc, bon, il y a un comité qui sera mis en place incessamment donc, pour conduire l'étude ou bien même le projet, donc avec quand même l'autorisation de l'État. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que il est toujours bien quand même de faire des collaborations. Donc, avec des organismes comme PNUD, quand même, on a toujours quelque chose à gagner. Donc, et eux aussi en contrepartie, dans le ciblage, ils peuvent aider le futur fonds Zakat national. Donc, à peut-être faire un ciblage plus élargi ou bien même plus détaillé, plus de transparence et peut-être permettre même à l'État du Sénégal de développer une vision encore beaucoup plus exhaustive dans la distribution de la zakat. Parce qu'on est au courant hein, de ce projet du programme des Nations Unies. Euh, Eux, ils veulent utiliser la zakat pour aider surtout les jeunes, les mendiants, ou bien les jeunes défavorisés en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement. Donc, bon, ça rejoint notre vision de la zakat qui doit vraiment venir intégrer notre système économique donc pour aider ou bien même soulager nos gouvernements. Il y a des études qui ont montré même que la zakat peut aller de pair avec l'aide au développement. Donc, pour dire que quand même, ils ont les mêmes cibles. Donc, ils peuvent collaborer ensemble. Donc, pour voir, par exemple, là où l'aide au développement voulait assister deux personnes, la zakat peut venir assister deux autres personnes. Vous voyez. Donc, on peut faire euh, ce genre de collaboration, ciblage, vous voyez. Ça permettra quand même de résoudre des problèmes facilement. Parce que sinon, on va se retrouver avec, par exemple, PNUD qui vient aider une famille et nous, derrière, on revient encore pour aider la même famille. Alors qu'il y a d'autres familles, par exemple, qui auraient pu bénéficier de notre aide. Ouais. Donc, si on coordonne les actions, on pourra à chacun, à son tour, participer comme il faut. Et je pense que, Inch'Allah, peut-être ça fera partie de la stratégie. Mais pour le moment, sachez que nous sommes à Ground Zero et que c'est un début. Il n'y a pas encore de fonds national de la zakat, mais on l'espère vraiment. Quelle peut être la place de la zakat dans le cadre de la finance islamique? Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres acteurs dans l'industrie de la finance islamique. On a les banques, les microfinances, les assurances. Est-ce on peut parler vraiment d'une chaîne de valeur
de l'économie de la zakat, de l'écosystème de la zakat, et quelles peuvent être les places de ces différents acteurs pour booster en fait cette industrie de la zakat? Oui, la plupart du temps, quand on parle de finance islamique, on se réfère juste à l'activité bancaire ou bien même euh, peut-être de la microfinance aussi. Mais il faut savoir que nous, dans la finance islamique, nous avons la finance sociale islamique qui regroupe la microfinance, le waqf et la zakat. Donc, il est tout à fait important et vraiment nécessaire quand même de mettre en place tout l'écosystème de façon générale. Et même dans l'activité bancaire, par exemple, les banques islamiques sont appelées à traiter une rubrique qui traite de la zakat peut-être de la clientèle. Mais demain aussi, si la banque veut sortir sa zakat, quand même, donc il faudra quand même l'intégrer dans la comptabilité. Et de notre côté, nous avons aussi, par exemple, les recettes non conformes de la banque islamique qui doivent être redistribuées à des œuvres de charité ou bien même des structures qui sont officielles. Et demain, peut-être là, un fonds zakat fera l'affaire, ou bien un fonds WARF. Là, on pourra peut-être euh, allier les deux, donc faire du bénéfice, mais aussi développer le social de l'autre côté. Parce qu'il faut le rappeler, la finance islamique, c'est pas la finance conventionnelle. Donc, il suffit pas juste de gagner quelque chose, mais gagner, mais avec la manière. Donc, toujours regarder sur le rétroviseur pour voir ce qu'on a raté, donc qu'est-ce qu'on a mal fait et pour rectifier. Donc, c'est ça aussi l'islam. Donc, on se fait de l'argent, mais il faut toujours penser à corriger nos imperfections. Donc, le riba qui gangrène des fois notre quête de l'avoir. Ouais. Donc, tout cela, la zakat va venir quand même pour répondre à toutes ces questions. Donc, on attend quand même pleinement que la finance islamique privilégie quand même la zakat sur l'étendue de la zone UEMOA, donc qui est notre zone, donc permettre quand même à ces banques-là d'être très conformes, donc qu'on puisse voir que la banque a traité peut-être les pénalités de 1% qui ont été collectées par la banque ont été redistribuées dans telle œuvre de charité officielle et qui est vraiment reconnue. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une estimation du potentiel de la zakat au Sénégal? Tout à fait. Nous avons conduit au fait des études sur le potentiel de la zakat au Sénégal. Donc, une étude qui a été menée avec des collègues experts aussi en finance islamique. Donc, cette étude-là a révélé que le potentiel de la zakat peut tourner autour de 500 milliards. Donc, nous avons utilisé dans cette étude le modèle du professeur Monzer Kaf, donc qui a pu faire l'assessment du potentiel de la zakat à travers un échantillon de 8 pays, de pays musulmans. Donc, c'est ce modèle-là qui a été appliqué et ça nous a permis quand même de voir que, par exemple, à une certaine mesure, la zakat peut tourner autour de 1 à 2% du PIB national. Donc, si on suit cette logique, on se retrouve avec une moyenne de 500 milliards qu'on peut collecter par année. En tout cas, merci, monsieur Lam, pour ces points qui sont très, très intéressants, qui nous donnent assez de comprendre, une bonne compréhension du potentiel de la zakat, qui demeure un grand instrument d'inclusion financière. Quel peut être votre mot de fin en termes de perspective et aussi quelle est votre vision de cette zakat-là, non seulement au Sénégal, mais aujourd'hui dans la sous-région, parce qu'on le sait, le Sénégal aujourd'hui est quand même une boussole en termes de développement de l'industrie de la finance islamique, vu l'historique qu'il y a déjà. Est-ce que vous pensez aussi à des cadres de collaboration avec d'autres structures? Oui, en fait, bon, mon dernier mot sera vraiment que nous sommes confiants et que nous allons continuer euh, à faire la promotion de la finance islamique de façon générale, mais aussi particulièrement la zakat, nous allons mener le combat donc pour quand même permettre à nos gouvernants de comprendre qu'il y a un potentiel vraiment énorme et il faut quand même savoir que ce n'est pas juste une question religieuse, mais quand même c'est un instrument de développement
Donc, c'est un instrument de lutte contre la pauvreté et quand même, il faut que tous les gouvernements, spécialement de la zone UEMOA, puissent quand même mettre en place les dispositifs qui permettront de diriger une institution nationale. Et ça ne pourra que bénéfique pour l'ensemble au fait, de nos compatriotes au niveau national comme sous-régional. Je pense que aussi, il faut penser peut-être à initier la même chose hein, dans tous les pays de la zone. Donc, ça va permettre de faciliter davantage le travail. Donc, surtout que nous avons en commun la banque, la BCAO, donc qui nous gouverne tous. Donc, il sera quand même important que dans chaque coin ou recoin de la zone UEMOA, qu'on puisse voir des initiatives allant dans ce sens à intégrer l'État dans le processus d'institutionnalisation, donc pour quand même permettre de lever les équivoques, parce qu'il y en a qui pensent que la zakat quand même doit être exclusivement réservée à la domaine religieux, alors que ça va au-delà. Donc c'est un instrument qu'il faudra quand même euh, développer et réfléchir ensemble sur comment l'utiliser pour atteindre l'objectif qui a été fixé. Et nous vous appelons aussi dans cette collaboration si vous pouvez porter aussi le message dans votre pays respectif, donc et commencer. Et nous, au besoin, on sera vraiment ravis de collaborer avec tout un chacun. Donc, euh, peut-être apporter notre petite expérience dans ce voyage de l'institutionnalisation de la zakat. En tout cas, vraiment merci et je suis vraiment honoré de cet entretien qui vraiment permettra peut-être demain de, de faire la promotion de la zakat de façon globale. Merci, Monsieur Lam. Nous étions en compagnie de Monsieur Lam, qui est le directeur fondateur du cabinet GIF spécialisé dans la finance islamique et qui est aussi un expert dans la zakat, un acteur majeur aussi de la promotion de la finance islamique et spécialement de la zakat au niveau du Sénégal. Ça a été un réel plaisir pour nous et encore merci pour nous avoir accordé cette interview.